Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. J'ai beaucoup hésité avant de faire cet épisode car la procédure judiciaire est toujours en cours, mais le 22 septembre 2025 s'ouvrira le procès de Cédric Jubilard devant la cour d'assises du Tarn à Albi. Il est accusé d'avoir tué sa femme, Delphine, juste avant Noël en 2020. Ce sera l'année de l'affaire Jubilard, comme 2024 fut l'année de l'affaire Mazan. J'avais donc envie de commencer 2025 en vous racontant la disparition de Delphine Jubilard. Installez-vous confortablement, lancez-vous dans un gros ménage ou montez le son dans la voiture parce que ça risque d'être un peu long. À 4h20 du matin, le mercredi 16 décembre 2020, Cédric Jubilard compose le 17. Ses premiers mots sont « Oui, bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme ». La conversation dure près de 5 minutes. Il explique qu'il vient de se réveiller, seul à la maison, avec les enfants. Quand le gendarme lui demande s'il rencontre des problèmes particuliers, s'il ne se serait pas disputé, Cédric répond « Ah non, non, non. Après, on est en instance de divorce, ça c'est une chose, mais après ça se passe bien ». À plusieurs reprises, il montre son agacement. D'abord envers le gendarme qui lui demande s'il a tenté de joindre sa femme, puisqu'il répond « Oui, j'ai fait que ça, monsieur, ça fait 20-25 minutes que je l'appelle ». Je ne sais pas si vous connaissez des gendarmes ou des policiers, mais l'échange suivant m'a fait sourire parce que c'est vraiment le flegme typique qu'ils opposent aux gens paniqués. C'est quand Cédric dit « Après, je sais qu'elle va promener les chiens de temps en temps, mais est-ce qu'elle y est allée hier soir ?» Le gendarme lui répond « Je peux pas vous dire ». Ça énerve visiblement Cédric. Moi non plus, je sais pas, je vous dis, je me lève tôt, je me couche tôt. Vu qu'on est en instance de divorce, on ne se reparle presque plus. Chacun fait sa vie et voilà. Alors il y a 30 secondes, leur divorce se passait bien et là, ils ne se parlent plus. À 2 reprises dans la conversation, Cédric montre qu'il est énervé contre Delphine. Quand son interlocuteur lui demande si elle a déjà fait quelque chose du genre, il répond « Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Voilà ce qu'elle m'avait sorti comme excuse. » Et vers la fin, quand le gendarme lui demande si ça ne lui paraît pas bizarre qu'elle soit partie, et si elle n'aurait pas rejoint quelqu'un dans la nuit, Cédric s'agace. « Écoutez, franchement, que ce soit fait, d'accord, mais qu'elle le dise et qu'elle me laisse pas comme un con à galérer. » Un quart d'heure plus tard, pendant que ses collègues font la route vers le village de Cagnac-les-Mines, le gendarme rappelle Cédric pour lui demander si Delphine ne serait pas partie en voiture. Cédric n'hésite pas un instant, non, la voiture est là. Le gendarme paraît rassuré. Bon, la voiture est là, elle n'a pas pu partir bien loin alors. Et vu que vous êtes en instance de divorce, est-ce que vous savez si elle fréquente quelqu'un d'autre ? Cédric répond « Franchement, j'ai des doutes à 2000%, mais je n'ai aucune preuve. » Voilà comment démarre l'affaire Jubilard. En fait, elle a commencé il y a plusieurs heures déjà, car les éléments semblent indiquer que Delphine ne s'est jamais couchée cette nuit-là. Les Français vont rapidement accrocher avec l'affaire. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est arrivé en plein confinement, juste avant Noël, et ça concerne monsieur et madame tout-le-monde, un couple de trentenaires avec 2 enfants en bas âge, venus s'installer dans un petit village près d'Albi parce que c'est moins cher qu'en ville, et qui se sont même lancés dans la construction d'une maison. Pour faire vraiment comme tout le monde, les travaux ont du retard. Alors c'est difficile de ne pas s'identifier. D'autant plus qu'elle est infirmière, et lui, dans le bâtiment. Alors, si vous ajoutez à ça une disparition, un divorce, un amant et un mari un peu mégalo, je vous promets, je vais développer, c'est le combo magique. Pourtant, en France, une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou par son ex, et toutes les études montrent que le moment de la séparation est le plus critique. Donc cette affaire est une affaire tristement banale. J'ai l'impression qu'à l'échelle de la société, il y a un petit côté rassurant à focaliser sur une affaire comme ça de temps en temps. Bon, ça peut pas arriver tous les 3 jours, puisqu'on parle d'une affaire tous les 2 ans qu'on peut presque compter sur les doigts de la main. Marie Trintignant, Alexia Daval, Julie Douib, une affaire absolument dégueulasse, et Delphine Jubilard.
Dites-moi si je me trompe, mais il y a une voix dans nos têtes quand on regarde leur visage à la télé qui nous dit mais elles n'ont pas vu le genre d'homme avec qui elles étaient? Comment est-ce qu'elles ont pu passer à côté? Ce n'est pas pour blâmer la victime, pas du tout, c'est juste de la trouille. On regarde notre conjoint et on se demande s'il serait capable de faire comme eux. Et s'il n'a jamais fait de mal à une mouche, on s'interroge. Est-ce que l'homicide conjugal est forcément précédé de violence? Ça donne envie de plonger dans le passé du couple et de décortiquer leur personnalité. C'est comme les risques naturels, plus on les connaît, plus on a de chances d'en réchapper. Cédric est né en septembre 1987. Sa mère avait 16 ans. Elle a accouché sans le père et Cédric est rapidement placé en famille d'accueil dans une super famille à Béziers où il ne manque de rien. À chaque vacances, ils vont à la montagne où ils ont une maison secondaire. L'été, c'est rando et l'hiver, c'est du ski. Il y a 2 ados dans la maison pour le chouchouter. Mais quand Cédric a 5 ans, sa mère en a maintenant 22 et elle est plus posée, plus responsable. Elle demande à voir son fils plus souvent et Cédric est arraché de la famille dans laquelle il a grandi pour être placé dans une famille plus proche de là où habite sa mère. Puis, sa mère et son nouveau compagnon le récupèrent. À la fin de l'année de 6e, qu'il a réussi, Cédric accuse ce nouveau compagnon de le frapper et de le maltraiter et demande à retourner en famille d'accueil et à voir sa mère plus qu'un week-end sur 2, ce qui est plutôt inquiétant. Là, il y a un truc qui me paraît bizarre parce qu'on dit qu'il était plutôt bon élève en 6e et pourtant il est envoyé en SECPA pour la 5e. Alors, je ne sais pas si c'était pareil dans les années 2000, hein, je n'étais pas encore prof, mais aujourd'hui, on n'envoie pas un enfant qui a de bonnes notes en SECPA. On y envoie des élèves qui ont des difficultés pour leur assurer un meilleur suivi car les effectifs sont réduits. Et ça leur réussit bien plus que si elles étaient restées dans un parcours classique. J'ai du mal à croire qu'on l'ait envoyé en SECPA juste pour un suivi dû à sa situation familiale. En tout cas, ça ne fonctionne pas, puisqu'en SECPA, il devient le cancre de la classe. Il répond aux profs et au personnel d'éducation et il est collé toutes les semaines. Ses notes dégringolent. Quand il a 13 ans, il est placé dans une maison d'enfants à caractère social. Il fume. Vous vous souvenez de l'époque où les ados avaient leurs chaussettes blanches remontées par-dessus leurs pantalons? Voilà. Cédric, il était comme ça, un petit gamin frêle, toujours la clope au bec. Finalement, il suit une voie professionnelle, mais se cherche un peu. Il fait des stages de cuisine, de mécanique, mais se met à fumer des joints et peut difficilement être pris au sérieux par ses employeurs. Jusque-là, c'est une adolescence difficile, comme tant d'autres. Mais pour moi, la première chose dérangeante se passe quand il a 17 ans, presque 18. Il a des relations sexuelles avec une fille de 14 ans à plusieurs reprises. La mère de la fille dépose plainte pour détournement de mineur et Cédric, il se défend et il voit pas où est le problème, hein. C'est la faute de la gamine et de toute façon, il n'est pas le premier. L'année suivante, il rencontre Delphine. Ils se tournent autour pendant 6 mois et officialisent leur relation au moment des fêtes de fin d'année de l'année 2005. Delphine, c'est l'opposé de Cédric. Elle est discrète, rangée, bonne élève. Elle se destine à être infirmière et n'a jamais fumé. C'est peut-être ce qu'elle aime chez lui, son côté rebelle, son côté racaille, comme on dit à l'époque. Il la fait rire, lui écrit des mots doux et elle ne s'ennuie jamais. Ses proches admettent qu'elle semble heureuse, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de trouver Cédric vantard, un peu mégalo déjà. Mais ils sont jeunes, ils ont 18 ans. 2 ans plus tard, après des hauts et des bas, Cédric commet un vol de marchandises dans le Leclerc où il travaille comme intérimaire. En 2010, Delphine obtient son diplôme d'infirmière et un emploi dans la foulée. Elle travaille de nuit, c'est un rythme spécial, mais elle aime ça. Lui a des petits boulots à droite à gauche. Leur situation est stable uniquement grâce à la stabilité et à la maturité de Delphine. Cédric continue à faire ses petites conneries, à manquer de respect avec son petit sourire en coin. Beaucoup le trouvent fourbe et ne lui font pas confiance. Ils sont nombreux à se demander ce que Delphine fait avec lui. Ça arrive souvent quand les 2 partenaires viennent d'un milieu social différent, mais là, c'est surtout dû à leur caractère et leur façon d'envisager leur vie. La seule chose qui les rapproche, c'est leur amour l'un pour l'autre. Pourtant, les voisins commencent à les entendre se disputer. En 2011, Cédric obtient un CDI de peintre plaquiste. En 2012, ils achètent un petit terrain escarpé dans le village de Cagnac-les-Mines et se lancent dans la construction de leur maison. En 2013,
ils se marient et ont leur premier chien, un Shar-Pei. Vous savez, les chiens à la peau toute plissée, c'est galère d'ailleurs parce qu'il faut nettoyer les plis et ils n'ont pas une super respiration parce qu'ils sont brachycéphales, ils ont le nez trop plat. Bref, me lancez pas sur les chiens. Donc, je disais, ils ont un Shar-Pei qu'ils appellent Noki. Le 8 septembre 2014, Delphine accouche de leur premier enfant, Louis. Cédric se fait dégager de son boulot parce que il est mal poli avec les clients, il fume sur les chantiers. Bref, son chef a été plus que patient, mais faut pas exagérer. C'est la dégringolade. Le salaire de Delphine seul ne suffit pas pour rembourser leurs emprunts, et même si Cédric bosse de temps en temps, c'est bien sur les épaules de Delphine que repose leur quotidien et leur avenir. Et Cédric, il a beau dire souvent je sais, je suis un connard pour faire passer la pilule, ça reste superficiel puisqu'il n'entame pas la moindre transformation, il n'a visiblement pas envie de changer. Donc les encouragements et les reproches de Delphine lui passent au-dessus. Peut-être qu'il a un côté Jekyll à son Mr. Hyde, ou peut-être pour convaincre Delphine qu'il est digne de confiance, il est capable de s'impliquer. Par exemple, il est membre de l'association des parents d'élèves. Oui, mais en attendant, il est censé faire avancer les travaux de la maison, car ils ont choisi des options pour faire eux-mêmes certains trucs, et c'est pas Delphine qui va s'y coller, c'est lui, parce que c'est son métier et parce qu'il a du temps. La façade sans crépi deviendra d'ailleurs bientôt connue de la France entière. Delphine, elle a fait la vaisselle dans une bassine pendant de longs mois et la chambre pour le deuxième enfant à venir est loin d'être prête. Chaque petite chose qu'il a dit qu'il allait faire mais ne fait pas rajoute un stress de plus à la mère de famille. Il ne s'en rend pas compte ou ne veut pas s'en rendre compte, mais Delphine est déjà à bout. On peut s'accrocher à l'amour qu'on a porté à quelqu'un et à l'envie qu'on avait de faire sa vie avec, mais si la personne est nulle, elle est nulle. Les débuts du Covid-19 sont difficiles pour Delphine, qui doit exercer son métier d'infirmière dans des conditions particulièrement difficiles et anxiogènes. J'imagine que vous vous rappelez tous de ce que vous faisiez à ce moment-là. Nous, à la maison, nos emplois n'étant pas menacés et n'ayant pas chopé le Covid, il faut l'avouer, on a adoré cette période. La météo était parfaite. Et apparemment, chez les jubilards, c'était assez plaisant, du moins pour Cédric, qui dira au sujet de cette période, nous nous sommes retrouvés tous les 4 à la maison et franchement, on a passé de très bons moments. Il faisait beau, on allait se balader dans le village, franchement, c'était bien. Mais les traces informatiques ne mentent pas sur la santé du couple. Entre 2 balades familiales à Cagnac-les-Mines, Cédric s'inscrit sur 6 applications de rencontres, dont Tinder, Mythique et Glidden, un site de rencontres extra-conjugales pour les femmes, où il va croiser la trace numérique de «Je vous le donne en mille», son épouse Delphine. Est-ce un hasard? Ou est-ce qu'il l'a traqué sur internet et s'est inscrit pour confirmer ses soupçons? En juin, Cédric est sur le point de décrocher un CDI après sa période d'essai et Delphine confie son soulagement à ses amis. Elle leur dit qu'ils vont enfin pouvoir avancer, ce qui veut bien dire qu'ils n'avançaient plus depuis un bon bout de temps. Mais dans les semaines qui suivent, ils se disputent et parlent de se séparer. Leurs échanges sont retranscrits en détail parce qu'il y a des messages dans le livre Le mystère jubilaire de Romain Folgueras que je vous conseille vraiment. C'est un journaliste du Parisien. Mais voilà, vous imaginez le genre de message, avec des 3 petits points à la fin de chaque phrase, d'un côté comme de l'autre. Peut-être que vous avez eu une autre expérience de vie que la mienne, mais une séparation se fait rarement du jour au lendemain. Ça prend du temps et c'est plus ou moins long. Eh ben, ils en sont à cette phase. Ce moment où ils discutent. Ce moment où Cédric sait que ça sent la fin, il essaye de rattraper le coup, et Delphine de son côté ne veut pas être méchante, mais elle ne veut plus de cette relation telle qu'elle est. Elle a demandé 1000 fois à Cédric de faire des efforts. Et en plus, à ce moment-là, Cédric lui demande de l'argent parce qu'il est en galère, comme d'hab, et ça n'aide pas vraiment à relancer ses sentiments. Mais lui, de son côté, financièrement, il faut dire, c'est vraiment la galère. Il est en arrêt de travail. Il a sa bagnole qui tombe en panne tous les 4 matins. Mais bon, pour Delphine, c'est pas sexy. Elle veut qu'il s'assume, qu'il participe, qu'il soit quelqu'un de confiance. C'est ce qu'elle attend depuis 15 ans. Et au moment où elle commence à prendre son courage à deux mains et envisager de le quitter, il lui demande de l'argent. Enfin, mec, tu tends le bâton pour te faire battre. Cerise sur le gâteau, il n'obtient pas le fameux CDI. Vous l'avez deviné,
Il fume sur les chantiers et n'est pas assez minutieux. Le 6 août 2020, les gendarmes réveillent Delphine au domicile familial. Ils viennent prévenir la voiture de son mari en panne gêne puisqu'elle est garée sur une place réservée près de la mairie de Cagnac-les-Mines. Et elle ne va pas tarder à être emmenée à la fourrière. Delphine envoie un message à Cédric et c'est tellement le genre de message que j'aurais pu envoyer, ça me glace le sang. Elle lui dit, je cite: «Les gendarmes viennent de passer, une fois de plus, merci. Je vais vraiment me barrer et te laisser dans ta merde plutôt que de prendre pour toi. Ta 307 de merde gêne. Si tu ne fais rien rapidement, c'est la fourrière. C'est pas comme si je t'avais pas prévenu. Bref, fais ce que tu veux. T'en auras pour, plus de 500 boules si tu fais rien». Elle a beau rajouter, qu'elle veut partir quelque temps, Cédric conclut la conversation par: «OK, tu verras, je ferai encore plus». C'est déjà le signe qu'il ne veut pas lâcher l'affaire, qu'il n'est pas prêt, comme elle, à mettre un terme à leur relation. Mais au fil des mois, il comprend que Delphine est décidée. Il commence à parler de divorce et Delphine perd plus de 10 kilos, se maquille et s'achète de la lingerie sexy. Cédric devient jaloux et obsessionnel. En septembre, Delphine lui retire la procuration qu'il avait sur ses comptes bancaires. À la fin du mois, il fait géolocaliser le téléphone de Delphine par sa mère. Delphine s'en rend compte immédiatement car elle reçoit une notification de cette demande de géolocalisation. Et non, elle n'est pas d'accord pour être géolocalisée. Donc elle demande à la mère de Cédric si c'est bien elle. Et la mère de Cédric explique qu'elle voulait aider son fils, blablabla. Et ce que je trouve le plus hallucinant de mauvaise foi et de fourberie, c'est que quand Delphine confronte Cédric à ce sujet, il dit que «Oh c'est ma mère, elle essaye d'aider mais elle ne fait pas les choses, intelligemment». Mais quel C'est visiblement le point de non-retour pour Delphine qui lui écrit: «Je suis au boulot, fous-moi la paix, demain j'appelle un avocat, c'est mort, plus de retour en arrière». Il répond: «J'en suis désolé, s'il te plaît, je t'aime». Et la réponse de Delphine, qui est à mon humble avis amplement méritée, est la suivante: «Je m'en branle de ton amour». Dans les semaines qui suivent, Cédric menace de se suicider, la supplie, multiplie les déclarations d'amour, tente d'organiser un anniversaire surprise pour les 33 ans de sa femme. Bref, il comprend qu'elle lui échappe. Quand Delphine apprend par hasard qu'il est sur Mythique, elle est en réalité soulagée, espérant que ça l'aide à accepter leur séparation. Mais un jour de fin novembre, alors qu'il installe leur fille sur son siège auto, Cédric, énervé, déclare à sa mère: «J'en ai marre de Delphine, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera». À cette époque, Delphine a déjà un amant, le fameux amant de Montauban. Cédric et Delphine ont pris chacun un avocat, mais ça n'empêche pas Cédric d'aller fouiller dans l'historique de la carte bancaire de Delphine, dans lequel il voit des achats de lingerie et une réservation de chambre d'hôtel. La veille de sa disparition, le 15 décembre au matin, Delphine se réveille sur le canapé du salon. Il est 6 heures. Elle va réveiller Cédric, qui doit aller sur Albi pour travailler. Pour Delphine, c'est un jour de repos. Elle dépose à 9 heures le petit Louis devant l'école primaire du village, il est en CP, avant de filer chercher des chèques cadeaux à la clinique où elle travaille. Ça l'aidera à payer ses cadeaux de Noël. Puis elle fait un saut au Crédit Agricole d'Albi. Elle déplie la poussette, elle installe Elia dedans et se dirige vers les locaux aseptisés de la banque du centre-ville. Elle veut changer le code de sa carte bancaire pour que Cédric ne puisse plus s'en servir comme il le fait depuis des années, sans lui demander. Elle a ensuite rendez-vous avec une amie à 11 heures pour avoir des conseils sur les aspects légaux et pécuniers de son divorce. Peu après 13 heures, elle reçoit un SMS de la compagne de son amant qui vient visiblement d'apprendre la relation extra-conjugale de son mari et la supplie d'attendre un peu avant de le revoir. Elle lui dit notamment: «Laisse la place se libérer avant de la prendre». La réponse de Delphine est bienveillante, douce. Elle convient de lui laisser du temps, le temps qu'il faut pour digérer et on comprend bien qu'elle voit à long terme avec son amant. Les 2 amants s'appellent dans l'après-midi, prêts à démarrer leur nouvelle vie ensemble. Delphine compte déménager après les fêtes de fin d'année, et lui aussi. Elle doit seulement annoncer la nouvelle à Cédric, qui rentre du travail un peu avant 19 heures. 30 minutes plus tard,
La famille Jubilard mange une dernière fois ensemble, sur la table basse devant la télé. Puis Cédric envoie des messages à des femmes sur des sites de rencontres et Delphine écrit à son amant. Elle lui envoie une photo sexy à 22h18. Où est Cédric à ce moment-là? Son téléphone s'est éteint ou est mis en mode avion à 22h08. Vers 22h30, on sait qu'il est couché dans la chambre car Louis vient lui faire un câlin, peut-être un câlin à trois, avec Delphine qui est au minimum présente dans la pièce. À 22h55, Delphine et son amant échangent leur dernier message, des je t'aime et des ti amo avec des petits cœurs. À 4h10 le 16 décembre, Cédric appelle la gendarmerie. À 4h50, 2 gendarmes se garent devant la maison des Jubilards, rue Yves Montand. Cédric ne les entend pas arriver, pourtant elle galère dans la nuit et dans la boue qui recouvre les marches de fortune posées par Cédric pour gravir la petite montée et accéder à la maison. Mais bref, il ne les entend pas arriver visiblement, car quand elles arrivent devant la baie vitrée, elle le voit accroupi, en train de refermer le hublot de la machine à laver. Quand il leur ouvre la porte, il porte un jogging et un pyjama en haut, un pyjama en mout-mout, enfin en pilou-pilou, appelez ça comme vous voulez, de panda. Oui, vraiment de panda. Le haut est noir, sauf au niveau bas du ventre, où c'est blanc, et sur la capuche qu'il a mis sur sa tête, il y a des petites oreilles. Il ouvre aux gendarmes dans cette tenue. Alors, je voudrais juste qu'on débriefe cette histoire de panda. Ok, on est en décembre, il fait froid, même dans le sud de la France. Mais Cédric, il est censé être en panique, en train de chercher sa femme partout, de s'inquiéter. Il lance une machine, donc il semble actif. On imagine qu'il ne tient pas en place. Et il y a du chauffage dans la maison. Il a même fait un feu de cheminée la veille au soir. Donc pourquoi garder ce truc chaud sur lui? Et bon, quand même, c'est bizarre. Est-ce que vous recevriez les gendarmes? Non, parce que c'est quand même lui qui les a appelés, donc il savait qu'ils arrivaient. Est-ce que vous recevriez les gendarmes avec un pyjama de panda, pilou pilou, en gardant la capuche sur la tête? Bref, les gendarmes notent de la boue dans l'entrée. Cédric pleure, se plaint, il semble alarmé. Les enfants dorment, chacun dans leur chambre. Dans le salon, un sapin chichement décoré et le sac à main en bandoulière de Delphine posé sur le rebord du canapé. Il y a tout dedans, son portefeuille, son permis, sa carte d'identité et sa carte bleue. Sur le canapé, il y a aussi un plaid et un drap. Mais impossible de mettre la main sur le téléphone portable de Delphine. Cédric signale 2 choses aux gendarmes. 1, le chargeur de téléphone de Delphine est encore branché au mur. Et 2, il a retrouvé les chiens dehors alors qu'ils passent normalement la nuit à l'intérieur. Comme Delphine est décalée avec ses horaires de travail, elle a l'habitude de les promener à minuit, mais après, elle les rentre au sous-sol. Les autorités demandent à SFR de localiser le téléphone de Delphine. Ils bornent à Cagnac-les-Mines. Donc le téléphone est là, dans le village ou dans un rayon de 2 km autour du village. Bizarrement, Cédric fait remarquer, je cite, « Ça, c'est son téléphone, mais c'est pas elle. » Les gendarmes n'ont pas la présence d'esprit à ce moment-là de lui demander pourquoi il dit ça. Les heures défilent lentement. Les gendarmes patrouillent aux alentours à la recherche de la mère de famille qui, en théorie, est partie à pied puisque sa voiture est là. Cédric se calme, semble moins affolé, surtout inquiet de ne pas pouvoir honorer sa journée de travail. Il n'est pas avare de confidence et explique qu'il a surpris sa femme en train d'échanger des SMS avec un autre homme quelques mois plus tôt. Revenons aux voitures du couple. Celle de Cédric, une Peugeot 307 blanche que vous avez probablement déjà vue à la télé, est garée devant la maison au début du chemin qui mène au garage. Dedans, c'est un vrai bordel. La banquette arrière est rabattue pour faire de la place aux outils de chantier et aux pots de peinture. Dans la rue, sur le trottoir opposé et en direction de la descente, donc capot vers la descente, il y a la Peugeot 207 bleue de Delphine. Une vitre avant est descendue de quelques centimètres et pourtant, il y a de la buée sur les vitres intérieures. Cette buée sera au cœur des préoccupations des enquêteurs. Est-ce que la condensation est forcément la trace d'une activité humaine dans la voiture, même si la fenêtre est ouverte?
J'ai l'expérience d'avoir de la buée dans la voiture avant même qu'on monte dedans, mais c'est vrai que si la fenêtre est ouverte de quelques centimètres en hiver, est-ce qu'il y a quand même de la buée? Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. Cédric a réactivé son téléphone à 3h54 ce matin-là et jusqu'à 9h52, il appelle Delphine, tenez-vous bien, 173 fois. Je trouve ça énorme, quelle que soit la situation. 50 fois aurait largement suffi. S'il pense qu'elle est partie volontairement, avec ou sans amant, ça aurait suffi. S'il veut faire croire qu'elle est partie alors qu'il est responsable de sa disparition, ça aurait suffi aussi. J'ai bien une idée d'explication, mais bon, je vais vous le dire, je me demande si ça n'aurait pas eu pour but d'user toute la batterie du téléphone de Delphine afin qu'il ne soit plus traçable. D'ailleurs, dès 7h48, il tombe sur le répondeur, donc ça veut dire que le téléphone de Delphine n'a plus de batterie. Je serais curieuse de comparer la fréquence des appels entre 3h54 et 7h48 avec la fréquence des appels après 7h48. Mais pendant 1 heure, entre 6h et 7h et quelques, en sachant que pendant ce temps-là, les gendarmes sont en train de ratisser le secteur, Cédric a un échange avec une amie de Delphine, par SMS d'abord. Et c'est surréaliste. Elle lui demande « Tu t'es disputé hier soir? Que s'est-il passé ?» Lui, il répond « Oui, ça allait. On a même fait un câlin à 3 dans le lit. » L'amie de Delphine lui demande si c'était un câlin juste affectueux, juste pour se dire bonne nuit. Et Cédric lui répond « On passe des bons moments encore ensemble. Elle ne te l'a peut-être pas dit, mais la semaine dernière, on a couché ensemble. Elle m'a réveillée en pleine nuit. Elle m'a astiqué le poireau. » Quelques minutes plus tard, ils s'appellent et Cédric paraît surexcité, comme il l'est parfois. Il lui dit, et il me semble que c'est un moment clé de l'affaire, « J'ai grillé Delphine, elle a envoyé une photo d'elle à un mec. » L'amie n'est pas très bien réveillée. Elle ne comprend pas tout ce qu'il se passe et n'a pas la présence d'esprit de l'interroger à ce sujet. Pourtant, Cédric n'a pas du tout mentionné ça aux gendarmes. Il a d'ailleurs dit qu'il n'avait pas de preuve qu'elle avait un amant. Plus tard dans la matinée, il dira lors de sa déposition à la gendarmerie de Cagnac-les-Mines qu'il a des suppositions sur le fait qu'elle ait un amant. Mais il ne reparlera pas de la fameuse photo qu'il a grillée le 15 au soir. Je pense que la clé de l'affaire est justement dans ce qu'il s'est passé après qu'il ait surpris Delphine en train d'envoyer une photo à son amant. Ensuite, Cédric, dans la matinée, appelle son beau-frère et l'engueule carrément. Il engueule le frère de Delphine et l'accuse de la cacher chez lui. Dans l'après-midi, la police technique et scientifique effectue des prélèvements dans la maison des Jubillards. Une brosse à cheveux, une brosse à dents, pour extraire son ADN. Un chien cynophile est envoyé sur place et fait une petite boucle d'environ 1 km au sud. Donc il part de la rue Yves-Montand devant la maison, tourne à gauche chemin de Drignac, puis à gauche encore, pour rejoindre le chemin de la Morellier avant de revenir rue Yves-Montand. C'est le tour que faisait Delphine avec ses chiens. Il est donc possible que la chienne de l'équipe cynophile ait flairé une ancienne piste. Un hélicoptère tourne toute l'après-midi au-dessus du village, sans succès. Vous savez que les médecins légistes sont spécialisés dans l'examen des cadavres, mais en fait, ils passent une majorité de leur temps avec des gens bien vivants, à évaluer notamment les blessures en cas de violence conjugale. Cédric n'y coupe pas. Les gendarmes l'entendent dire au téléphone qu'il va, je cite, « se faire inspecter le trou du cul ». Ce je m'en foutisme me paraît très caractéristique de sa personnalité parce que vous allez voir, ce n'est que le début. Bref, Cédric se retrouve nu avec ses 56 kilos tout mouillés pour 1m66 et s'il a bien des cicatrices, aucune ne semble fraîche. Le médecin a du mal à prélever sous ses ongles tellement ils sont rongés. Cédric dira plus tard à sa nouvelle petite amie, en rigolant, enfin on ne sait pas trop, qu'il sait comment éviter les prélèvements sous les ongles en les limant avec du papier à poncer. Les gendarmes analysent ensuite le contenu de son téléphone, dont l'historique internet et les conversations entre Cédric et Delphine sur Messenger. Mais ils n'arriveront pas à accéder à son compte Google, car Cédric donne un mauvais mot de passe. Ce que je trouve assez fou, c'est que non seulement ils rendent le téléphone rapidement, dans la journée, il me semble, mais en plus, ils ne le mettent pas sur écoute. Par contre,
ils installent une balise sur la Peugeot 207 pour tracer ses futurs déplacements. Ainsi, le soir même, ils constatent que Cédric conduit jusqu'à un distributeur pour retirer 20 € avec la carte de Delphine avant d'aller chercher du shit dans un quartier réputé pour en vendre à Albi. Il rejoint ensuite sa mère chez elle puisqu'elle a gardé les enfants dans la journée et reste dormir. Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi ne retourne-t-il pas à la maison attendre le retour de sa femme? Le lendemain, puisqu'il a relayé un appel à témoins sur Facebook, Cédric est contacté par 2 anciennes connaissances, 2 hommes qu'il a côtoyés il y a des années. Durant les recherches, il met ces bons Samaritains mal à l'aise, surtout quand il s'accroupit et fouille à genoux dans les buissons, visiblement pas du tout horrifié à l'idée de retrouver un corps, le corps de sa femme, tout en se plaignant d'être le suspect numéro 1. Pourtant, quand il tombe sur une forme claire en bas d'une pente qui ressemble à un vêtement, Cédric décide de continuer à avancer, ce qui les surprend. Quand les 3 hommes tombent sur des copines de Delphine, elles aussi en train de la chercher, le malaise est palpable. Les gendarmes se rendent de nouveau dans la maison familiale l'après-midi. Ils récupèrent l'eau de vidange de la machine à laver et trouvent dans cette machine une couette blanche lavée. Les techniciens de la police scientifique aspergent de luminol le rez-de-chaussée de la maison et la voiture de Delphine. Vous savez, le luminol, c'est le produit qui permet de mettre en évidence des traces de sang, même s'il a été nettoyé. Eh bien, rien, pas de sang. Certains produits de nettoyage réagissent aussi avec le luminol, mais on dirait bien que personne n'a nettoyé une zone précise de la maison. D'ailleurs, personne n'a nettoyé les lieux depuis longtemps. L'état de la maison familiale reflète l'état du couple à ce moment-là. Le sous-sol où dormaient les 2 chiens est jonché d'excréments. Je n'ai pas l'impression que Cédric soit un fada du ménage, mais je peux me tromper, et Delphine avait baissé les bras. Dans sa tête, je crois qu'elle était déjà partie. D'ailleurs, elle s'était renseignée pour louer un appartement, le temps de revendre la maison qu'elle avait achetée avec Cédric. Alors dans la maison, la poussière s'accumule sur la saleté et les draps du lit où dormait Cédric sont apparemment très sales. 2 jours plus tard, le 20 décembre, après avoir déployé de gros moyens aériens et terrestres pour tenter de retrouver Delphine, des plongeurs sondent le lac des Homps, Homps, ça s'écrit H-O-M-P-S, à Cagnac-les-Mines et le Tarn au niveau de la commune d'Arthès. Bon alors, petit moment géographie. Cagnac-les-Mines, c'est un village d'un peu plus de 2000 habitants situé à 8 kilomètres au nord du centre de la ville d'Albi. Il y a bien quelques commerces un peu dispersés, une boulangerie, un bureau de tabac, une pizzeria, une pharmacie et un coiffeur, mais aussi une école maternelle, une école primaire et la gendarmerie. C'est vraiment un petit village comme il y en a des milliers en France. Il est organisé autour de la rue principale qui le traverse, l'avenue Jean Jaurès, qui n'a d'avenue que le nom. La maison des Jubillards est située dans un lotissement adjacent à la rue principale. Quand on voit le village du ciel, on remarque que c'est assez sauvage. Dès qu'on quitte les lotissements, il y a bien sûr des champs cultivés, mais aussi beaucoup de petites zones boisées. Au nord de chez les Jubillards, il y a un parc de panneaux solaires et si on continue encore au nord, on trouve le lac de Homps à côté de la salle des fêtes et du terrain de rugby. Le lac est à 2,1 km de chez les Jubillards, c'est-à-dire juste à côté. Mais les gendarmes ont beau le sonder, ils ne trouvent rien. Et le lac est petit, il fait 100 mètres de large sur 200 mètres de long. Ils ont également sondé la rivière du Tarn au niveau de la commune d'Athès, à l'est d'Albi. Alors, à cet endroit, il y a un barrage. Donc, ça paraît logique qu'ils l'aient sondé parce que les objets et potentiellement les corps peuvent y rester coincés. Il y a beaucoup de rochers. Mais ce que je ne comprends pas trop, c'est que le Tarn coule d'est en ouest puisqu'il se jette ensuite dans la Garonne. Donc, pourquoi sont-ils allés fouiller là? Est-ce qu'ils ont eu des éléments permettant de penser que Delphine aurait pu être dans l'eau en amont du barrage, c'est-à-dire plus à l'est encore? Je vous rappelle quand même que le village de Cagnac-les-Mines est vraiment au nord d'Albi. Ou alors, les autorités se sont dit, que c'était un endroit à fouiller assez facile et donc c'était toujours ça de prix, une option d'éliminer. Parce que quand on regarde les routes, ce n'est vraiment pas l'endroit le plus facile d'accès à partir du domicile des jubilats.
Malheureusement ou heureusement, ils n'ont rien trouvé. Par contre, ils fouillent aussi la maison, juste à côté de celle des Jubillards. Elle est inhabitée depuis des années, là encore, sans succès. Ils vident la station d'épuration du village, qui est située à quelques centaines de mètres de la rue Yves-Montand, dans le chemin de Morellier. Souvenez-vous, le chemin de Morellier, c'est aussi le chemin pris par le chien policier. Mais en vidant la station d'épuration, ils ne trouvent rien non plus. Une mare à proximité est sondée après le témoignage d'une voisine à qui Cédric aurait dit que c'était l'endroit, je cite, idéal pour cacher un corps. Quand on lui demande son avis sur la disparition de sa femme, Cédric a des théories farfelues. Il explique qu'elle ne mangeait plus de charcuterie et qu'il l'avait déjà vue dans une position de prière, alors peut-être qu'elle est partie faire le djihad. Rien que le fait d'avoir verbalisé cette hypothèse me paraît suspect. En tout cas, les proches de Delphine sont sidérés par son attitude. En plus, ils s'apprêtent à fêter Noël quand même, malgré le fait que ses enfants, Louis, 6 ans, et Elia, 18 mois, aient perdu leur maman. Tout le monde se souvient des photos de la battue organisée le 23 décembre 2020. Toute la famille de Delphine est là. Sa sœur, ses frères, son oncle, sa tante et ses cousins. Je trouve que ça rajoute de la tristesse à l'horreur de l'affaire. Elle était orpheline. Ils avaient perdu leurs parents. Et ce qui saute aux yeux de journalistes et des volontaires anonymes venus aider, c'est que les proches de Delphine ne se mélangent pas au petit groupe qui accompagne Cédric. Il fait à un moment donné la démarche de rejoindre des amis de Delphine qui sont, elles, gênées, mais n'ont pas vraiment la possibilité de le repousser. Il porte un masque chirurgical, un bonnet gris, et il rabat souvent sa capuche pour se cacher des photographes. Il n'est pas stupide. Il sait qu'il est devenu le suspect numéro 1. Chaque geste, chaque parole, chaque regard presque, est soumis à l'interprétation du grand public. Mais ce qu'il fait ou dit n'est pas suffisant pour les enquêteurs, il faut des éléments concrets. Au bout de 7 jours, le parquet de Toulouse ouvre une information judiciaire pour enlèvement, détention ou séquestration arbitraire. L'hypothèse d'un départ volontaire n'est plus vraiment sur la table. Les enquêteurs pensent à un enlèvement ou à un homicide conjugal. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Pendant que les Français fêtent Noël, pour la 3e fois, la police technique et scientifique occupe la maison des Jubillards rue Yves-Montand. Ils aspergent de luminol le sous-sol et l'escalier qui mène au sous-sol cette fois et fouillent les combles. À cette occasion, ils trouvent un élément matériel qui, je pense, sera au cœur du procès de Cédric Jubillard en septembre. Sur la table de la cuisine se trouvent des lunettes de vue de Delphine Jubillard. Et vous savez, les montures qu'on peut changer en clipsant de nouvelles branches d'autres couleurs. Eh bien, il y a les verres et une seule branche d'attachée sur les lunettes. La seconde est introuvable. Et l'un des 2 verres est brisé en 2 endroits. Elles ne sont pas cassées, mais ce ne sont pas des rayures non plus. Ça paraît super suspect, mais le petit Louis affirmera plus tard que ces légères cassures sur le verre étaient déjà présentes avant le 15 décembre. Il arrivera même à reproduire leur emplacement sur un dessin. Ceci dit, ça n'explique pas pourquoi on n'a pas retrouvé la 2e branche. Vous vous souvenez de la photo de Delphine que Cédric assure avoir grillée à l'ami de sa femme quelques heures après sa disparition ? Eh bien, il finit par en parler aux gendarmes lors d'une audition. Mais il précise que c'était au mois d'août. Il raconte « Voir ces photos envoyées à un homme, ça m'a fait mal. J'ai compris que je l'avais perdu. Nous nous sommes disputés. Le ton est monté un peu, mais sans plus, car je faisais tout pour que ça aille mieux. » À 17 km au nord de Cagnac-les-Mines, il y a un lac, le lac de la Roucarié. Rien à voir avec le petit plan d'eau de Cagnac. Non, là, le lac, il fait 64 hectares et 25 mètres de profondeur. Il permet l'approvisionnement en eau potable pour une bonne partie des habitants du coin, grâce à un barrage accessible facilement en voiture. Alors, les enquêteurs se disent peut-être qu'il s'est débarrassé du corps de Delphine à cet endroit. Il aurait juste eu à se garer. Donc, ils fouillent à cet endroit, mais le problème, c'est que la visibilité est absolument nulle sous l'eau en raison de la vase, donc ils sondent au toucher.
ce qui n'est clairement pas foufou comme technique. Et j'ajouterais qu'il y a un second problème. D'accord, un corps aurait pu être jeté dans le lac du barrage, mais une bonne partie des berges du lac est en fait accessible en voiture. Donc sur 64 hectares, il en reste, je dirais, 63,8 à fouiller, quoi. Ceci dit, j'imagine assez mal quelqu'un faire 17 kilomètres en voiture avec un corps une nuit de couvre-feu. Ah bah oui, je vous l'ai pas dit, mais c'était l'époque du couvre-feu. Et vous vous souvenez comment on se faisait arrêter pour montrer aux gendarmes nos attestations de sortie? Dans ces conditions et avec 2 enfants en bas âge endormis à la maison, ça me paraît beaucoup plus simple de cacher un corps à proximité de chez soi, dans un lieu que l'on connaît parfaitement. Les enquêteurs étudient aussi les bornages des téléphones, les caméras de surveillance dans et autour de Cagnac-les-Mines, les grands vainqueurs d'amendes pour excès de vitesse flashés la nuit de la disparition sur les départementales du coin et visitent aussi les chantiers sur lesquels Cédric a travaillé. On ne sait jamais. Début janvier, des spécialistes d'un autre genre envahissent la maison de Delphine et de Cédric. Ils cherchent, à l'aide de matériel ultramoderne, des irrégularités sous la dalle du sous-sol. Ils explorent aussi le jardin, sans succès. Par contre, ils retrouvent en retournant le salon la branche manquante des lunettes de Delphine, derrière le canapé. Alors là, pardon, mais si j'ai bien compté, on en est à la 4e fouille par les autorités. Ça veut donc dire que durant les 3 premières, personne n'a regardé derrière le canapé. Ou elles sont arrivées là depuis la dernière visite. À la fin du mois, Cédric retrouve du travail. Il va de chantier en chantier et ne peut s'empêcher de se présenter que oui, bah c'est bien lui, Cédric Jubilard, dont la femme a disparu. Quand des collègues lui demandent s'il l'a tué, il répond, très 5e degré, bah oui, c'est moi. Il a un humour, grinçant, mais ça ne l'empêche pas de plaire. Il rencontre sur internet une jeune femme qui, bien sûr, en sait déjà beaucoup sur lui, mais est parfois refroidie par sa tendance à n'en avoir, comment dire? Rien à foutre. Il est cru et ça peut déranger. Comme quand il lui confie avoir soulevé des pierres tombales dans le cimetière de Cagnac, accompagné des amis de Delphine. Mais la relation ne dure pas. Cédric rencontre Séverine. Je n'ai pas envie de m'attarder sur leur romance parce que ça ne change pas grand-chose à la disparition de Delphine, mais vous verrez qu'on sera obligé d'y revenir à un moment donné. Les enquêteurs auditionnent plusieurs hommes du coin, cités par des témoins comme étant intéressés par Delphine ou fichés pour des crimes de nature sexuelle. Mais rien, chaque piste se referme comme la précédente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les enquêteurs mettent enfin la main sur l'amant de Delphine. La nuit de la disparition, sa femme et lui n'ont pas éteint leur portable, qui ont borné toute la nuit à Montauban, à 85 kilomètres de Cagnac-les-Mines, ce qui signifie qu'ils n'ont pas bougé de chez eux. L'identité de son amant de Montauban, comme on l'appelle, reste secrète, et c'est tant mieux. Il avait rencontré Delphine en juillet 2020 sur Internet, comme tant d'autres amoureux. Lui aussi arrivait au bout de son couple, et avec Delphine, ça collait, c'était magique, évident. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Cédric était au courant que Delphine voulait divorcer, et la compagne de l'amant de Montauban était au courant de l'existence de Delphine. Donc ce n'était pas juste un flirt, c'était la promesse d'une nouvelle vie. D'ailleurs, l'homme est complètement retourné par la disparition de celle dont il est tombé amoureux et il a peu de doutes sur ce qui lui est arrivé. Fin avril, Cédric, accompagné par son avocat, est entendu par les 2 juges d'instruction en charge du dossier. On lui reconnaît le statut de partie civile, ce qui lui permet d'accéder à certains éléments de l'affaire. Le 30, il s'exprime publiquement pour la première fois en postant sur Facebook et termine par un cinglant, je cite: «Effectivement, j'ai bien été auditionné. Donc maintenant, les curieux, vous savez quoi? Allez faire votre vie fictive ailleurs et laissez-moi tranquille. Merci.» Mais il ne sera plus jamais tranquille. Une écoute téléphonique révèle une conversation entre Cédric et sa demi-sœur, sa petite sœur. Il lui dit: «Oublie pas, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant. N'oublie pas, j'ai commis le crime parfait.
Si tu as besoin de conseils parce qu'il y en a au bahut qui t'emmerdent, tu me le dis, je vais le régler. Je trouve que c'est vraiment une réflexion pas très maligne. Bah, une réflexion con, quoi. Dans un genre tout aussi délicat, il règle ses comptes avec les amis de Delphine qui, pourtant, passent leur temps libre à la chercher. Ce qu'il leur dit est, comment dire, insultant. Alors il dit, «Ce qui m'a fait rire, c'est votre façon de parler, de rire ou de pleurer avec vos t-shirts et banderoles. Vous êtes pathétique et vous n'êtes qu'une bande de dindes gloussant devant les caméras. Ce n'est pas moi le premier à le dire, mais les commentaires sur internet vous faites pitié. Continuez vos battues au cimetière, ça fait 3 mois qu'on a fouillé à cet endroit. Je dis bravo pour votre initiative. Vous avez réussi à faire venir un peu de monde et à faire parler de vous. Mais pour le reste, la scène de son interpellation pour une garde à vue est lunaire. Nous sommes le 16 juin 2021. Il est assis dans une voiture prêtée par un garage alors que son permis est suspendu pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Il téléphone et là, tout un tas de policiers et gendarmes entourent sa voiture. Il les engueule. Vous voyez pas que je suis au téléphone? Avant de finalement raccrocher et sortir du véhicule. Au moment où on lui met les menottes, il clame, comme si ses interlocuteurs en avaient quelque chose à faire de ses états d'âme, c'est toujours le mari qui est suspecté. Mais les flics, leur boulot à eux, c'est de retrouver Delphine et de faire la lumière sur ce qui lui est arrivé. Une mission qu'ils prennent à cœur et qui ne les fait pas rire, eux. Il y a 2 enfants en bas âge qui attendent que l'on retrouve leur mère. En garde à vue, les premières heures sont consacrées à mettre Cédric en confiance, à tisser un lien entre lui et eux. L'homme décrit de nouveau la soirée du 15 décembre. Rien de spécial ce jour-là. Après le dîner, il a sorti les chiens en balade et joué à son jeu favori sur son téléphone, Game of Thrones. Mais le jeu aurait pompé toute la batterie. Il explique donc avoir mis en entrant son téléphone à charger dans la chambre avant de filer à la douche et d'aller se coucher. L'analyse du téléphone montre qu'il est éteint ou mis en mode avion à 22h08. Ils ne peuvent pas faire la différence entre les deux, donc d'après la version de Cédric, il s'est éteint à 22h08 quand il était en balade. Et gardez ça en tête pour plus tard. Vers 22h30, Louis vient faire un câlin à son père dans sa chambre. Delphine est dans la pièce. La version du petit garçon est similaire. À 3h43, les pleurs de la petite Elia réveillent Cédric. Il prend quelques minutes pour la recoucher et constate ensuite que Delphine n'est plus là. Il fait le tour de la maison, le rez-de-chaussée, le sous-sol, le jardin, mais rien, elle est introuvable. En plus, les chiens sont dehors sur la terrasse. Normalement, Delphine les rentre la nuit au sous-sol. Point numéro 1. Le téléphone aurait en fait été éteint ou mis en mode avion alors qu'il était à 40% de batterie. Donc ça correspond pas trop à ce qu'il a dit sur le fait que le portable s'est éteint en balade. Et en plus, je ne sais pas si votre téléphone se recharge à 40% le temps que vous preniez votre douche, c'est-à-dire environ 15 minutes. Moi, mon téléphone actuel, il se recharge vite. Il peut monter à 30% en 15 minutes, mais mon téléphone de 2020, certainement pas. Et Cédric, à l'époque, il avait un modèle, chinois, pas foufou. Point numéro 2. Il admet ne pas avoir eu le réflexe de regarder dans la voiture de Delphine. Imaginez que votre conjoint disparaisse en pleine nuit. Après la maison et le jardin, forcément, vous allez jeter un coup d'œil à sa voiture. Non? J'ai l'impression que j'aurais fait ça avant de composer le 17, mais dites-moi ce que vous en pensez. Point numéro 3. Alors, celui-là, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'histoire du podomètre intégré au téléphone de Cédric. Il n'enregistre que 46 pas entre 3h53 et 4h du matin. Ça fait assez peu pour quelqu'un qui cherche sa femme dans la maison et le jardin, ou alors il fait de grandes enjambées. Mais lui, il explique ça en disant que son portable était resté branché dans la chambre et effectivement, dans ce cas-là, ça fait du sens. Entre 4 et 5 heures, le podomètre enregistre 255 pas. Ça fait environ 200 mètres. On aurait tendance à dire que ça fait peu. Bon, OK, si l'œillat cherche frénétiquement, ça fait pas beaucoup. Mais s'il estime avoir déjà fouillé partout et que sa femme s'est fait la malle, hein, elle est partie volontairement voir un amant, il a pas vraiment, de raison de parcourir 10 fois la maison. Elle est pas cachée dans la huche à pain.
Donc, sauf si certains éléments liés à ce podomètre ne sont pas rendus publics, ce qui est fort possible, je ne vois pas ça comme une preuve de sa culpabilité. La garde à vue est prolongée. Le lendemain, Cédric fait plusieurs confessions aux enquêteurs. Oui, il fout, je cite, des beignes au petit Louis et lui tire les oreilles. Il dit aussi qu'il a espionné Delphine parce qu'il voulait avoir des billes pour le divorce. Ah bah, c'est sûr que prouver l'existence d'un amant aurait joué en sa faveur, mais bon, ça va à l'encontre de ce qu'il a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que le divorce se passait bien à l'amiable. Quant au soir de la disparition de Delphine, pourquoi aurait-elle ressorti les chiens si Cédric l'avait fait après le dîner? Le gardé à vue leur rassure que ça lui arrivait souvent de les promener vers 23 heures minuit, mais personne à part lui n'avait connaissance des balades nocturnes de sa femme. Comme il a réponse à tout, les enquêteurs sortent leur joker. Comment explique-t-il que deux voisines, une mère et sa fille, situées à environ 130 mètres de là, aient entendu des cris de femmes suivis d'aboiements à 23h07 le 15 décembre? Bah, il n'a pas d'explication, mais ça ne provenait pas de chez lui. Pourtant, les deux femmes sont formelles, elles ont entendu une série de cris qui ont duré entre 5 et 10 minutes, et c'était des cris de terreur. La mère dit, ça criait, ça s'arrêtait, et la peur était si importante qu'elle n'avait pas le temps de reprendre son souffle. Ce que je sais, c'est que le cri de cette personne m'a fait très très peur. Ces cris semblaient provenir de l'extérieur d'une maison. Ils étaient accompagnés par les aboiements de deux chiens. Elle a bien distingué deux chiens différents. C'est vraiment un témoignage accablant et vous vous demandez sûrement pourquoi elle n'a pas appelé la police à ce moment-là. J'avoue que moi aussi. Elle a dit, depuis qu'elle avait peur des chiens et qu'elle culpabilisait énormément de n'avoir rien fait, mais c'est souvent que les gens n'appellent pas la police dans ce genre de situation. Alors, les enquêteurs continuent. Pourquoi son fils parle de gros mots et répète avoir entendu « on va se séparer » le soir du 15 décembre? Bah, Cédric dit que ça leur est déjà arrivé de se disputer, mais pas ce soir-là. En plus, le petit Louis n'avait pas mentionné ce conflit lors de sa première audition. Un point pour Cédric. Le lancement de la machine à laver à 4h50 quand les gendarmes arrivent, ah bah c'était pour s'occuper l'esprit. Et il ne lançait pas un cycle de lavage, mais s'apprêtait à étendre du linge. Et pourquoi a-t-il ouvert en pyjama panda? Bah, c'est le seul pyjama chaud qu'il possède. L'échange qui suit est là aussi lunaire. L'enquêteur commence par dire: lors de son audition, votre maman parle d'une phrase que vous lui avez dite: j'en ai marre, je vais la tuer. Donc là, l'enquêteur, il n'a pas fini sa phrase, mais Cédric la termine, il dit: je vais l'enterrer. Donc la phrase, c'est: j'en ai marre, je vais la tuer, je vais l'enterrer. Donc l'enquêteur, lui dit: bah, qu'est-ce que vous en dites de cette phrase? Et Cédric répond qu'il ne se souvient pas avoir prononcé ces mots-là. Donc là, l'enquêteur, il s'énerve, il lui répond: je fais le début de la phrase, vous la continuez et vous ne vous en souvenez pas? Il essaye quand même de garder son calme, il sait qu'il a pris le dessus, au moins pour quelques minutes. Et Cédric finit en effet par admettre qu'il a déjà prononcé ces mots. Les enquêteurs savent qu'il a en fait menacé de faire du mal à sa femme à plusieurs reprises, à 4 reprises, dont une fois 3 jours avant la disparition de Delphine, quand il a dit à un ami alors qu'il ramassait du bois: «Ce n'est pas bon, j'ai envie de la tuer». Mais quand ils lui font comprendre que ça fait beaucoup, Cédric, bah, il répond rien, il fait juste rire, certainement nerveusement. Il donne ensuite une version un peu différente sur l'état de son téléphone le 15 au soir. C'est une différence subtile mais qui me paraît importante. Il dit: je le mets en charge dans la chambre, je vais à la douche, je sors. Je leur dis que je vais au lit. L'heure, c'est pour Delphine et Louis qui sont dans le salon en train de regarder la télé. Je règle le réveil du téléphone qui est allumé. Il est allumé, sinon il ne sonne pas, il est allumé en mode avion. Donc, le téléphone est en mode avion. Il n'est plus éteint comme il l'a dit la veille. Et si ça s'était fait en 2 fois, c'est-à-dire d'abord la panne de batterie en balade, suivie d'un redémarrage après recharge, puis la mise en mode avion, les policiers l'auraient vu. Donc que s'est-il passé à 22h08 le 15 décembre? Est-ce qu'il l'a mis en mode avion à ce moment-là? Ou est-ce qu'il est tombé en panne de batterie alors qu'il était en balade? Ça ne peut pas être les deux.
Mais Cédric continue d'avoir réponse à tout. Pourquoi est-ce que la première chose qu'il a fait quand il a enlevé le mode avion, c'est de consulter le site de rencontre Badoo? Oh bah ça devait être une notification. Pourquoi les 250 pas entre 4 heures et 5 heures? Ah, peut-être qu'il fumait un joint près de la cheminée pour se détendre. Bon là, l'enquêteur, il s'énerve. Votre femme disparaît. Vous allez sur Badoo, vous fumez un joint et vous appelez les gendarmes. C'est un sketch? Vient ensuite le sujet de la voiture de Delphine qu'elle a l'habitude de garer dans le sens de la montée en face de la maison. Plusieurs témoins affirment que c'était bien le cas quand elle est rentrée en fin d'après-midi rue Yves-Montand le 15 décembre. Or, elle a été retrouvée dans le sens de la descente par les gendarmes au petit matin du 16 décembre. Il n'y a pas 1000 possibilités, ça voudrait dire que la voiture a été déplacée dans la nuit. Et ça serait une preuve de taille contre Cédric Jubilard. Mais lui, comme d'habitude, il a une explication. Ça dépendait de par où elle arrivait dans la rue. Autre point relevé par les gendarmes, le fait que les clés de la voiture de Delphine n'aient pas été retrouvées à l'endroit où la jeune femme les posait normalement, c'est-à-dire sur le bar. Non, quand les gendarmes sont arrivés, il est allé les chercher dans un coin à l'abri des gendarmes dans la salle à manger. Or, c'est bien la voiture de Delphine et il n'est pas censé la conduire. Donc, comment sait-il où sont les clés si elles ne sont pas sur le bar? La longue garde à vue de Cédric Jubilard se termine par une confrontation entre sa mère Nadine et lui. Elle demande à son fils d'avouer, de donner des explications, de dire où est Delphine, mais Cédric se défend. Il n'a rien fait, il est lui aussi victime et il aimerait lui aussi donner des réponses à Louis et Elia. Les gardes à vue qui paraissent être des échecs sur le coup parce qu'on n'a pas obtenu d'aveu, par exemple, sont loin d'être inutiles. Elles peuvent fragiliser un suspect et permettre de le confronter à d'éventuelles futures contradictions dans les différentes versions des faits qu'il déroulera par la suite. Une enquête est faite de moments intenses et de périodes de flottement, difficiles pour les familles, pour les amis, mais malheureusement nécessaires. Dès l'incarcération de Cédric le 18 juillet, les enfants du couple sont confiés à Stéphanie, la sœur aînée de Delphine. Le premier jour de la garde à vue de Cédric, le 16 juin 2021, les gendarmes ont aussi interpellé Séverine. Le couple a rompu la veille. Peut-être que prendre du recul lui a permis d'y voir plus clair. En tout cas, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense de son ex, Cédric Jubilard. Elle dit par exemple, je cite: «Parfois, je pense qu'il n'a rien pu faire à Delphine, on dirait même qu'il est un peu bête. Mais à d'autres moments, il réagit un peu violemment et ne me paraît pas si bête que ça.» Quand elle lui avait demandé un jour, pour le bousculer un peu, ce qu'il avait fait du corps de sa femme, il avait répondu en se marrant: «Je l'ai enterré dans la ferme qui a brûlé.» Le problème avec Cédric, c'est qu'il bluffe beaucoup. Pour le moment, les enquêteurs gardent ça dans un coin de leur tête. Début juillet 2021, le 6 exactement, les avocats de Cédric Jubilard font appel de son placement en détention provisoire. Ils estiment qu'il n'y a pas de preuves permettant de le garder en prison. Ils contestent les points contestables, un par un. Et je trouve que le problème de chronologie qu'ils mettent en évidence est très intéressant. Les voisines disent avoir entendu des cris suivis d'aboiements à 23h07. Mais les avocats de Cédric estiment qu'il y a erreur sur l'horaire. D'après les scènes du film Retour vers le futur qu'elles étaient en train de regarder à la télé et durant lesquelles elles ont entendu les cris, il était en fait entre 22h51 et 22h55. Or, Louis ne s'est pas couché avant 23h, vu qu'il a été capable de décrire une scène de l'émission La France a un incroyable talent, diffusée à ce moment-là qu'il regardait avec sa mère. Troisième problème, à 22h55, Delphine envoie un dernier message à son amant. Alors, c'est sûr, si la timeline, si la chronologie des avocats est bonne et que les cris ont été entendus avant 23h, ils ne venaient pas des Jubilards. Mais s'ils se trompent, une dispute aurait pu éclater juste après le dernier message de Delphine et de son amant, si Cédric l'avait surprise, et donc juste après avoir couché Louis, ce qui expliquerait que l'enfant ait entendu ses parents se disputer avant qu'ils ne s'endorment. Mais les avocats insistent, il n'y a pas de sang dans la maison. Bon,
Alors, c'est un argument comme un autre, mais il y a quand même plusieurs façons de tuer sans faire saigner, hein. Un étranglement, par exemple, ne laisse pas de traces, à part, bien sûr, un corps à cacher. Depuis que Cédric Jubilard est en prison, les anecdotes sur ses relations avec les surveillants et ses codétenus pleuvent. Il a dû oublier que, vu la médiatisation de l'affaire, ses paroles sont scrutées par tous les Français, dont les futurs jurés à son procès. Ce n'est donc pas très malin d'écrire des propos homophobes et misogynes à Séverine, avec qui il est de nouveau en couple, comme quand il écrit, par exemple, quelques jours après son appel de juillet: «J'en ai marre de me prendre la tête avec les surveillants, ils ont un problème de virilité, à croire qu'ils se font violer par leurs femmes. Je les emmerde, ces petites fiottes, voilà ce que je pense d'eux. J'espère qu'ils liront mes lettres pour qu'on puisse en discuter. Entre parenthèses, haha, haha. Ils se prennent pour des dieux.» Effectivement, ils lisent la lettre et ça lui vaut 10 jours de cellule disciplinaire. En prison, il crie sur tous les toits, littéralement parce qu'il parle à ses codétenus par la fenêtre, qu'il est, je cite, le mec le plus connu du Tarn. Excusez-moi, mais je suis prête à parier que la moitié des Français ne savent pas placer le Tarn sur une carte, donc je ne vois pas en quoi ce serait un truc positif, surtout quand tu as atterri derrière les barreaux, mais le trip d'ego m'échappe sûrement. Un prisonnier explique d'ailleurs aux militaires: Jubilard se prend vraiment pour une star, c'est quelqu'un de très narcissique. Cédric sympathise avec un codétenu corse, un gars assez costaud du grand banditisme. Il lui raconte une nouvelle version de la soirée du 15 décembre. Il se serait en fait relevé après être allé se coucher pour aller chercher un chargeur dans la cuisine et aurait surpris Delphine avec son téléphone. Il l'aurait alors saisi et aurait, je cite, pété un câble. Jusqu'ici, c'est pas trop éloigné de la version, que j'imagine. Mais super bizarre, Cédric ajoute de nouveaux éléments à l'histoire. Il aurait tué sa femme avec un couteau et aurait utilisé une voiture blanche pour transporter son corps, avec un complice. Ah oui, et Séverine saurait exactement où Delphine est enterrée, dans un endroit qui a brûlé. Cédric charge donc ce codétenu d'entrer en contact avec Séverine à sa sortie de prison pour aller vérifier, super glauque, que le corps de sa femme n'est pas à découvert avec le ruissellement de l'eau. Quand le Corse entre en contact avec Séverine, à la limite du harcèlement d'ailleurs, hein, ça fait tilt dans sa tête. Cédric lui avait déjà parlé d'une ferme qui a brûlé, en rigolant, en disant qu'il avait enterré Delphine là-bas. Il s'agit en fait d'une ferme qui a effectivement brûlé en avril 2021 sur le chemin de Drignac, à quelques centaines de mètres de la rue Yves-Montand. Le 6 décembre 2021, Séverine conduit l'ex-codétenu de Cédric près du chemin de Drignac, mais s'arrête au stop, lui expliquant qu'on ne sait jamais, ses déplacements sont peut-être surveillés. Bon, elle a bien fait, mais elle fait quand même un truc hallucinant, c'est-à-dire elle discute avec le Corse de la possibilité d'exhumer le corps de Delphine et de le rapprocher de la ville de Montauban, où habite son amant. Donc elle lui donne même le nom de l'amant et de sa compagne. Bon, évidemment, elle est interpellée et mise en garde à vue pour recel de cadavres le 6 décembre 2021. Mais les fouilles de janvier 2022 dans la ferme qui a brûlé chemin de Drignac ne donneront rien. Comme d'habitude, Cédric a dû mentir. Quelques jours plus tôt, le 26 novembre 2021, près d'un an après la disparition de Delphine, le petit Louis est entendu par une des deux juges d'instruction. Il raconte être allé se coucher vers 23 heures après avoir regardé un incroyable talent collé à sa mère sur le canapé du salon. Il a laissé la porte de sa chambre entr'ouverte, comme d'habitude, et est allé se coucher, mais s'est relevé en entendant ses parents se disputer. Donc il est sorti de sa chambre et il s'est caché derrière la porte entrebâillée qui est située entre la pièce à vivre et le couloir qui mène aux 3 chambres. Et là, il a vu ses parents se tenant chacun par les épaules. Il dit, je cite: «Ils se poussaient avec les 2 bras, une fois papa et une fois maman.» Il avait déjà mimé cette scène lors d'une précédente audition avec 2 poupées Barbie et Ken.
Ça lui était déjà arrivé de s'interposer entre ses parents. Le pauvre petit n'avait que 6 ans quand sa mère a disparu. Mais ce soir-là, il a eu peur de se faire disputer par son père, donc il est retourné dans son lit. Puis il s'est endormi, totalement étranger à ce qu'il se passait dans la pièce à vivre de la maison. À l'été 2024, les avocats de Cédric Jubilard demandent de nouveau sa libération. Elle lui est refusée en septembre. Depuis novembre, on sait que son procès pour homicide volontaire débutera le 22 septembre 2025 et durera environ 4 semaines. Ça y est, nous sommes en 2025. Je voulais commencer l'année en parlant de Delphine. J'espère vous avoir appris des détails que vous ne connaissiez pas sur l'affaire. De nombreux éléments pointent vers une culpabilité du mari. La voiture déplacée dans la nuit, les lunettes auxquelles il manquait une branche retrouvée derrière le canapé, le témoignage de Louis, celui des voisines qui ont entendu un cri, des cris, et la personnalité et l'histoire de Delphine qui n'aurait jamais abandonné volontairement ses enfants et était ravie de commencer une nouvelle vie. S'ajoute à ces éléments que les avocats de la défense vont contester lors du procès, la personnalité de Cédric, ses menaces, les violences verbales et physiques, ses mensonges. Ah, c'est sûr qu'il ne donne pas envie de lui faire confiance, mais une personnalité ne suffit pas pour condamner. Alors, j'espère que le procès apportera des réponses sur ce qu'il s'est passé le 16 décembre 2020 et que de nouveaux éléments permettront de retrouver le corps de Delphine. Elle avait 33 ans. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère, malgré l'horreur de l'affaire, ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.